Aujourd'hui à l'émission, on parle de meubles utilitaires qui ont disparu, la glacière et la huche à pain. La huche à pain, c'est un meuble utilitaire qui fait partie de la chaîne de fabrication du pain. Au 17e, au 18e, au 19e, les gens font leur pain maison. Souvent, on a un grand four à pain, soit extérieur, soit intérieur. Et pour la confection du pain, on utilise ce meuble. C'est tout simplement un coffre sur pattes avec un couvert. On utilise ce dernier pour pétrir la pâte et on utilise la partie coffre soit pour entreposer la farine ou, après la confection du pain, y entreposer le pain lui-même. La huche à pain, c'est un meuble souvent très simple, de format variable et la plupart du temps fabriqué en pain. Et il faut le dire, à l'époque, le pain, c'est un bois de pauvre, donc on le cachait, on ne laissait jamais le bois nu nécessairement. Donc ici, une petite couleur est appliquée, le rouge et le blanc dans le couvert. Le piétement est souvent de forme très simple, ici en forme de lyre. Et quelquefois, il y avait des petites particularités, comme celle-ci, qui a une séparation à l'intérieur. Donc, on s'en sert pour entreposer la farine d'un côté et le pain confectionné de l'autre. C'est tout simplement un garde-manger. Donc, la huche à pain, on la retrouve dans presque toutes les maisons du Québec. Il faut dire qu'à l'époque, les boulangeries se font rares. On n'en retrouve que très rarement en campagne. Et à titre d'exemple, dans la ville de Québec, en 1847, on en dénombrait à peu près 25. Bon, fallait avoir les moyens d'aller acheter notre pain chez le boulanger et les boulangers avaient une promotion intéressante. À l'achat de 12, le 13e pain était gratuit. Souvent, ce pain pouvait être livré par un marchand qui se promenait ou on allait tout simplement sur place pour acheter notre pain. Et la promotion était autant efficace à la maison que chez le boulanger. De plus en plus, on arrive vers le 20e siècle. Les boulangeries se multiplient. Par contre, les gens continuent encore de faire leur pain maison et utilisent la huche à pain. En 1900, seulement 8 personnes sur 100 achètent leur pain en boulangerie. Le début du 20e siècle va vite et le pain commercial prend la place du pain d'habitant. Assez qu'en 1960, c'est 98 % des gens qui achètent leur pain chez un marchand et 2 % qui font leur pain maison. Donc, le pain commercial prend la place et on n'a plus besoin de la huche à pain. Vers la fin du 20e siècle à aujourd'hui, on n'utilise plus la huche à pain, plus besoin d'en mettre dans nos maisons. Par contre, c'est un meuble relativement intéressant à collectionner. C'est un meuble qu'on peut encore se servir au même titre qu'un coffre. Et comme le pain artisanal revient à la mode, pourquoi pas acquérir une huche à pain pour faire notre pain d'habitant chez nous à l'ancienne. Le pain fait partie de notre histoire depuis les débuts de la colonie. Avec le manoir et l'église, le moulin à eau constitue le noyau de la seigneurie au 18e et 19e siècle. En 1686, le Conseil souverain oblige les seigneurs à construire un moulin à farine pour leurs censitaires, qui, eux, doivent y faire moudre leurs grains et payer en retour un droit de mouture nommé droit de banalité. C'est pour cette raison qu'on les appelle moulins banals. Vers la fin du régime français, soit aux alentours de 1757, le gouverneur Vaudreuil tente de convaincre les colons de cultiver la pomme de terre, mais ils refusent car ils préfèrent manger du pain à base de blé froment. Vers 1765, la patate fait son apparition sur la rive sud de Québec dans la seigneurie de Lauzon. L'intendant Murray, qui est agronome, offre des semences à ses censitaires qui se mettent à la cultiver. En 20 ans à peine, sa culture connaît un tel essor qu'on en exporte même dans les colonies voisines, soit le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse d'aujourd'hui. Les années de mauvaise récolte de blé, par exemple en 1795, les journaux publient des recettes de pain au blé froment mélangé à de la farine de pomme de terre pour inviter les gens à préserver les ressources en blé. En campagne, aux alentours de 1760, on mange 1 kg de pain par personne par jour. En 1820, un demi-kilo.
Sans entraîner la disparition du pain, la patate fait chuter de moitié la consommation de ce dernier. OCNI, objet connu non identifié. Même pour les antiquaires, il existe des objets qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Par contre, dans notre Vox Pop, on vous présente des OCNI que nous, on connaît. Les connaissez-vous? Ah! Ça ressemble un peu à... Pour aller chercher les petits restants dans les fondues chinoises, là. Peut-être aussi pour mettre du suif pour les oiseaux. Tu peux le garder dans ta main. Je suis franchement perplexe. Pour une friteuse? Je sais pas si t'as... Ah, il pouvait peut-être frire en même temps. Malgré que tu fais pas une bonne batch de patates. Oh, j'allais dire pour la cuisine, mettons, tu prends ça, tu ouvres ça, puis tu fais ta friture, mais là, je pense pas que c'est pour ça. C'est sûr que c'est fait pour brûler quelque chose dans le feu. Puis là, ça s'ouvre pas en plus, fait que je sais pas ce qu'on peut faire avec ça. Moi, on dirait qu'on a le goût de taper, là, on prend ça, puis on a... Oh! Oh! Ça s'ouvre! Oh! Peut-être une trappe à quelque chose. Tu mets la chose à l'intérieur, puis tu peux la faire brûler. Moi, ça me fait vraiment penser à un objet qu'on met au bord du feu, là, quelque chose un objet de cuisine, là, pour faire griller de la viande. Je sais pas, on dirait qu'on pourrait écraser quelque chose avec ça. On va faire à fondu. Tu mets quelque chose dans un bouillon. Des sushis frits, un petit sushi frit. La glacière est un meuble qui découle de toutes les industries qui s'établissent au 19e siècle. On le sait, à l'époque, les usines sortent des meubles machinés, des commodes et amènent sur le marché des nouveaux meubles utilitaires, dont la glacière. On le sait, à l'époque, les mesures d'hygiène alimentaire laissent un peu à désirer. Les gens conservent leurs aliments dans leurs caves, dans des caveaux, dans la terre froide. C'est pas l'idéal pour conserver les aliments, surtout en période chaude l'été. Le fonctionnement de la glacière est assez simple. On a toujours une partie haute, une partie basse. Dans le haut, on insère nos blocs de glace. Ainsi, le froid descend et ça garde au frais les aliments conservés dans le bas. Lorsque la glace fond, on retrouve dans la partie supérieure un drain. L'eau s'écoule tranquillement vers le bas de la glacière et tombe dans un récipient caché sous la glacière. La glacière qu'on a avec nous est une glacière qu'on retrouve vers la fin du 19e. Elle est d'un format assez standard, format qu'on retrouvait beaucoup à l'époque. On pouvait en trouver des plus grosses, des doubles, mais en général, ce format-là était couramment vu. Celle-ci est fabriquée en chêne. Il faut dire qu'à l'époque, le chêne, vers la fin du 19e, c'est vraiment un bois noble. On l'utilise pour faire les meubles plus riches. Ça veut dire que la glacière qu'on a avec nous, c'est un meuble dispendieux à l'époque. On a de la décoration, du pressage, encore une fois, fait à la machine, mais bien incrusté un peu partout, dans les portes. Et la quincaillerie est aussi d'un beau travail. La glacière, on la commande souvent par catalogue, chez Sears ou d'autres marchands. Vers 1900, elle coûte entre 10 et 15 $. La classe ouvrière, qui est la plus grande catégorie de gens au Québec, gagne environ 400 $ par année. C'est un bien de luxe, mais on en retrouvait des plus abordables, souvent en métal. Pour alimenter notre glacière, ça prend de la glace et donc c'est le marchand de glace qui vient nous porter nos blocs de glace. Ce marchand s'installe au début en ville et on le retrouve au fur et à mesure du temps en campagne, en bordure de rivière, en bordure du fleuve. Pourquoi? Parce qu'il recueille la glace à l'hiver
sur le fleuve, sur ces rivières, et l'entrepose dans d'immenses entrepôts et prend la peine de bien cacher les blocs de glace avec du brin de scie pour être capable d'en avoir tout l'été et tout l'automne jusqu'à l'hiver suivant. Le marchand de glace se promène en campagne, en ville, s'annonce à l'aide d'une cloche et va dans les maisons pour déposer le bloc de glace dans les glacières. Il faut dire qu'il se promène avec d'immenses blocs de glace et c'est lui-même qui fait la coupe pour avoir le bon format de bloc de glace qui va rentrer dans la glacière. Et c'est amusant de savoir que les enfants restaient pas loin du marchand parce qu'ils recueillaient la glace qui tombait en petits morceaux à côté pour la manger. L'été, la glace fond vite. Même si notre glacière isole de la chaleur, il ne faut pas qu'on perde nos aliments. Donc, le marchand passe 2 fois par semaine porter le bloc de glace. Dans les années 30-40, il vend le bloc de glace environ 10 à 12 sous l'unité. C'est quand même cher parce qu'à l'époque, un pain coûte 8 sous, mais c'est quand même très nécessaire. Bien sûr, un jour arrivent les réfrigérateurs. Les gens vont suivre la vague d'électrification et acheter des appareils électriques. Donc, la glacière va perdre sa place, mais fait intéressant, beaucoup de gens vont acheter les réfrigérateurs et vont trouver que ça change le goût des aliments. D'où l'expression « ça goûte le frigidaire ». Donc, les gens débranchaient leur réfrigérateur et utilisaient leur appareil moderne comme une glacière à l'ancienne en mettant des blocs de glace du marchand de glace à l'intérieur. Ils peuvent cuire des choses dans le feu, friteuse. Quand même utile. Je vais essayer de le garder. Je crois que c'est fait pour faire cuire des aliments. Je sais pas trop, sortir ta souris vivante quand tu l'as pris dans la maison puis que tu veux pas la tuer. Tu veux la ramener dehors. Ça serait mon idée. Non, mais j'irais pour aller récupérer là, des choses dans un liquide quelconque, là, un bouillon ou autre chose. S'il n'y aurait pas ça, puis ça aurait été plus grand, on dirait une cage. Peut-être qu'on pourrait mettre là, la lumière là-dedans, tu mets des petits objets, tu secoues, je sais pas, là, c'est curieux. Ah, je sais pas. Non, perplexe. Il s'agit du Soap Saver ou sauveur à savon. À l'époque, ça coûtait cher faire du savon de pays, donc on le gaspillait pas. On utilisait cet outil pour prendre toutes les retailles de savon de pays, on l'insérait à l'intérieur et on savonnait notre eau pour laver la vaisselle.